Si vous avez des questions à poser, je vais passer la parole à Camille, parce que Camille, qui est à côté, une juriste du Centre européen des consommateurs, je l'ai présenté simplement, mais qui représente et qui aide les consommateurs dans le cas des litiges transfrontaliers. C'est tout sauf anodin, surtout dans notre époque où on fait beaucoup d'achats particuliers et où on se dit c'est un .fr, donc c'est français. Voilà, voilà. Alors, les sites en .fr qui sont en Chine, je vous le dis pas. Il ne faut surtout pas croire qu'un .fr est français. Non, non, c'est. Il y a des sites où on peut, et du coup, là, on a l'importance, parce que le droit qui gère ce genre de litige est quand même important. Voilà, c'est la parole. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous et en toute amitié, je remercie Clément Girard de cette invitation. J'ai beaucoup appris à vos côtés et je rejoins vos collaboratrices voilà, dans les félicitations pour le travail que vous menez depuis très longtemps maintenant. Et donc, je suis ravie de venir partager avec vous mon expérience du Centre européen de la consommation. J'ai une présentation, je vais déjà commencer à vous en parler sans forcément vous montrer des images. Alors, je fais partie d'une structure qui, à la base, est donc une association franco-allemande qui se trouve à Strasbourg, à Kiel, plus précisément sur le territoire allemand, et qui existe depuis l'ouverture du marché européen. C'est-à-dire qu'en 92, on ouvre les frontières et on se dit qu'est-ce qu'on va faire avec ces consommateurs français qui vont acheter en Allemagne hyper facilement, on prend la voiture, on va à Kiel, on va à Offenbourg, et ça marche sur toute la frontière, bien sûr. Comment aider ces consommateurs face à des professionnels qui parlent allemand? Et inversement, pour des consommateurs allemands qui découvrent en France comment nous on consomme, qui se réjouissent d'aller dans les grandes surfaces françaises où on a un choix, ça les intéresse beaucoup. Et donc, comment régler ces problèmes de consommation transfrontaliers? Donc, se crée une association à la base du coup franco-allemande avec cet objet vraiment d'aider les consommateurs dans la région d'Alsace, Bade-Wurtemberg en tout cas pour vraiment local. Et donc, on va développer une expertise donc, sur ce type de litige transfrontalier franco-allemand. Et puis, en 2005, la Commission européenne constate quand même l'essor de la consommation à travers l'Union européenne, pas uniquement aux frontières, mais beaucoup plus loin. Notamment grâce à Internet. Donc, comme disait M. Girard, voilà, un .fr n'est pas forcément en France, il peut se trouver en Allemagne, en Angleterre, bon, dans le pire des cas, en dehors de l'Union européenne, éventuellement, voilà, en Chine. Et donc, on va créer un réseau européen pour aider les consommateurs donc, qui vont utiliser ce marché européen très ouvert pour les aider, les informer déjà sur les lois prévues, l'évolution de ces lois, puisque il faut savoir que l'Union européenne on a la coutume de dire met en place 90% du droit de la consommation en place dans les États membres. Donc, légifère beaucoup, donc il faut informer les consommateurs de ces lois. C'est un peu le leitmotiv de notre structure. Avoir des lois, c'est bien, les connaître, c'est mieux. Et pouvoir les exercer, ça, c'est pour le troisième volet de notre devise. Donc voilà, donc ce réseau européen est créé par la Commission européenne et donc chaque État membre de l'Union européenne doit avoir ce centre européen, un centre européen des consommateurs, donc une mission, un service qui va permettre aux consommateurs d'avoir cette information, mais aussi une assistance pour aider à trouver des solutions amiables en cas de litige. Et là, on rejoint un peu ce que font les associations de consommateurs au niveau national, mais là, typiquement pour des cas transfrontaliers, donc où le consommateur et le professionnel sont dans deux pays différents. Dans l'Union européenne. Donc, pour revenir à la structure dans laquelle je me trouve à la frontière, cette structure franco-allemande va accueillir les missions des centres français et allemands. Donc, il y a un centre par pays, mais là, on a une
petite originalité, c'est que les centres français et allemands vont être jumelés au même endroit. Ce sont deux marchés qui sont les deux plus gros de l'Union européenne, donc avec beaucoup d'échanges, il a semblé, on va dire, opportun à plein de titres politiques ou autres, mais de les grouper pour le rendre déjà assez efficace. Et puis on sert un peu de laboratoire au sein du réseau. Et nous avons des collègues dans tous les pays de l'Union européenne. Donc le principe du fonctionnement, en termes de traitement, la difficulté en transfrontalier, c'est que le professionnel n'est pas dans le pays. Donc, un consommateur va pouvoir saisir, contacter le centre de son pays de résidence dans sa langue, pas de problème, et il va tomber sur des juristes qui vont pouvoir déjà l'informer sur ses droits, le conseiller. On rejoint un peu, nous avons des objectifs communs, et conseiller effectivement, et apporter une assistance amiable si effectivement le dossier, le litige est fondé. Et dans ce cas-là, nous allons pouvoir instruire en quelque sorte le dossier, et le transmettre à notre homologue dans le pays du professionnel. C'est lui qui va prendre le relais, donc on est toujours un binôme d'un juriste français pour les Français et d'un juriste d'un autre pays, selon où se trouve votre professionnel. Donc, prenons le cas d'une compagnie aérienne qui sera en Espagne, eh bien, on fera appel à nos homologues en Espagne qui prendront contact avec la compagnie aérienne pour la suite du dossier. On travaille au dialogue et voilà, la restitution, les suites du dossier seront rendues au consommateur par son centre franco-français, en l'occurrence. Pour le consommateur, voilà, pour le consommateur français. Mais ça marche dans l'autre sens, on reçoit aussi des réclamations de tous nos homologues européens contre les professionnels français, parce qu'il y en a. Ça marche dans les deux sens. Donc voilà, on a cette mission réellement d'aide à trouver de la solution amiable. C'est aussi, c'est bien, mais c'est la limite aussi de notre activité, puisqu'effectivement, on n'a pas la possibilité d'aller au-delà de l'amiable. On a un autre rôle qui va être un rôle d'observatoire. On a la chance du coup d'avoir un réseau de 30 pays actuellement, c'est-à-dire les 28 membres de l'Union européenne, plus l'Islande et la Norvège qui se sont associés à notre réseau. Et donc on voit comment marche le marché européen, comment fonctionne le marché européen, comment s'appliquent les lois, quels sont les problèmes que les consommateurs rencontrent concrètement. Donc on a cette expérience de terrain, je ne vais pas démontrer une association locale, mais qui réellement est bénéfique aussi pour l'élaboration du droit, pour la prise de conscience des politiques. Donc on fait remonter des rapports, des observations aux autorités, aux politiciens, aux législateurs, aux députés, enfin voilà, tous ceux qui sont en tout cas en lien avec la création du droit et la prise en compte des problématiques concrètes réellement des consommateurs. Donc ça va être, en plus de l'information et du traitement amiable du dossier, la troisième mission du Centre européen des consommateurs. Donc ce rôle d'observateur. Et c'est dans ce cadre-là pour effectivement prolonger la discussion sur la question de toutes ces arnaques aux crypto-monnaies et sur les plateformes de trading en ligne, etc. Je ne vous cache pas que nous avons aussi été sollicités dans ce domaine-là, puisque comme on l'a dit, certaines se domicilient, ou en tout cas ont une apparente domiciliation dans d'autres pays de l'Union européenne. On ne tombe jamais sur des structures qui seraient basées en France, évidemment, ce serait un peu trop facile. Le fait que ce soit dans l'Union européenne peut donner confiance, et effectivement, je pense que c'est aussi le but de ces sites frauduleux, c'est de tromper un peu la vigilance, voilà, parce qu'on est une place financière à Londres, parce qu'on est une place financière en Allemagne, avec derrière une toute autre réalité, puisque souvent ce sont des adresses de compétences. Alors nous, à notre niveau, effectivement, comme vous l'avez compris, là, on est clairement dans des cas plutôt frauduleux. L'amiable n'est pas vraiment, on va dire, la méthode efficace dans ce domaine-là. C'est pas les gens qui peuvent coopérer pour rembourser ou ce genre de choses. Mais là, notre rôle va être à la fois l'information, la prévention, et c'était vraiment notre action jusqu'à présent. Alors nous, on reçoit des cas comme ça depuis 2012. Ça a commencé avec le trading en ligne, devenez un trader, ne faites plus confiance, alors après les scandales financiers, etc. Et puis effectivement, ces dernières années, on a observé l'arrivée du paiement, l'arrivée de tous les placements qu'on appelle atypiques, qui va du vin au vinaigre balsamique, en passant par voilà, les vannes. Oui, c'est ça la vanne. Ah oui, carrément, ça c'est nous aussi. Voilà, et puis effectivement les crypto-monnaies qui sont très en vogue et qui sont effectivement très tentantes parce qu'on en entend parler, c'est moderne, est-ce que c'est l'avenir, pas l'avenir, et c'est effectivement un peu le piège, c'est de se dire quelle est effectivement la valeur la plus opportune pour placer son argent, pour toujours avoir la bonne affaire. Voilà. Bon, résultat des courses, comme disaient mon prédécesseur sur le site internet crypto.fr, on a plus souvent affaire, en tout cas pour les personnes qui viennent vous solliciter quand vous n'avez rien demandé à des escrocs, et là ça reste nos possibilités d'intervention. On
on est très actif dans la prévention et on travaille notamment avec l'AMF, à l'époque en tout cas, pour essayer d'avoir des positions communes et essayer de trouver des vecteurs de médias pour pouvoir informer les consommateurs et les prévenir, surtout de ne pas mettre les pieds là-dedans. Pour nous, c'est finalement la meilleure défense, en tout cas à l'heure actuelle, parce que ça reste quand même des montages très complexes. Alors, l'information, la prévention, et puis nous, dans notre travail d'observatoire, entre guillemets, c'est de faire remonter aussi tout le flux de réclamations qu'on reçoit aux autorités qui vont pouvoir en tirer les conséquences sur les sites concernés. Donc ça va être la répression des fraudes, et puis également l'AMF ou tous les services administratifs et législateurs, quand nous sommes consultés sur ce type de questions, refaire remonter l'information pour que quelque chose se passe là où ça peut se passer, c'est-à-dire dans les mains des législateurs pour créer des normes peut-être plus contraignantes au niveau des banques ou au niveau des services financiers, ou de ceux qui peuvent agir à la racine du mal, c'est-à-dire stopper les sites internet. Et là, je pense à la répression des fraudes, qui a effectivement aussi la main. Alors, c'est des procédures qui sont malheureusement longues, il y a pléthore de sites, parce que dès que l'un disparaît, un autre réapparaît, donc ça demande une action rapide, mais voilà, nous, on peut uniquement relayer cette information et effectivement orienter au mieux les consommateurs pour qu'ils s'adressent aux bons organismes qui concrètement peuvent faire en tout cas quelque chose pour eux, une procédure disponible. Voilà. Dans les grandes lignes, mais effectivement on pourra, j'imagine, revenir précisément sur certains points dans la discussion. Merci Camille. Je précise que Camille vous l'avez deviné, mais a été bénévole dans l'association quand elle était étudiante à la faculté de droit de Nancy, que donc on a travaillé ensemble un certain temps. Et donc voilà. Je trouve que le passage entre l'association de l'époque et le CEC, c'est vraiment un fil naturel, si je puis dire, parce que là vraiment c'est ça. Ah ouais. Alors, j'ai à mes côtés Mme Cassanet, qui est donc directrice des marchés avec les particuliers de l'autorité des marchés financiers, que je remercie vivement d'être présente parce que je crois que c'est un petit exploit. Je n'ai pas d'heure, j'ai évidemment pas parce que je n'ai pas d'heure, mais je ne sais pas, mais votre train est arrivé à l'heure. Oh, miracle! Ah oui, nous avons la chance dans l'Est, le TGV n'est en retard qu'une fois sur 10, donc ça va. Mais je me suis dit, je croise les doigts, je n'en ai pas parlé avec Mme Didier, parce que je présente Mme Didier et Mme Deschamps, qui sont deux collaboratrices, et Mme Didier a été l'organisatrice de la soirée. Je n'ai jamais évoqué avec elle un petit point d'angoisse que j'avais dans la tête, c'était de me dire que pourvu que le train soit à l'heure. Je ne sais pas ce qui a pensé, mais... Non, mais moi j'y ai pensé parce que connaissant les étoiles de la SNCF dans certains domaines, j'avais un peu de crainte. Donc j'ai le plaisir de vous avoir à nos côtés, ça me fait vraiment plaisir parce que l'AMF joue un rôle important dans le paysage. Beaucoup de consommateurs se tournent actuellement vers ce gros service. Et j'en sais quelque chose, je suis en contact avec plus de 700 personnes. Le nombre de personnes qui m'ont dit, et j'ai téléphoné à l'AMF, c'est plus de la moitié. Donc ça montre bien que maintenant, je pense qu'on ne vous connaissait pas, mais je pense que vous avez réussi, d'une façon ou d'une autre, à commencer à apparaître. Alors je crois qu'il y a encore moyen d'améliorer la situation, mais vous avez commencé à apparaître dans le paysage et à ce que les gens vous prennent pour le rôle que vous jouez. Un des rôles, c'est de prévenir ou d'informer. La seule déception qu'ils ont, c'est qu'ils ont un site qui a 15 jours et ils ne trouvent pas, ou un mois, et ils ne trouvent pas leur site d'enregistrement. Ça, alors là, la frustration, elle est intense, je vous le cache pas. Mais la présence que vous avez est importante, et pour ça que je suis content, parce que c'est vraiment une grosse préoccupation. J'ai rapidement calculé, on gère 700 dossiers et on est à plus de 50 millions d'euros gérés par l'association dans ce domaine-là uniquement. Donc ça représente des sommes. Et pour vous donner juste un petit chiffre très rapide, la semaine dernière, pas cette semaine, mais la semaine d'avant, en 5 dossiers, on était à 2 400 000 euros en 5 dossiers. 5 personnes étaient à 2 400 000 euros. Ça vous donne une idée, c'est effrayant. Monsieur de Bouchène, qui est du site que je peux faire, pourra me confirmer les chiffres, des témoignages qu'il y a sur les forums. Je ne peux pas imaginer les centaines de millions que vous avez avec tous les témoignages que vous avez, c'est au-delà de l'imaginable. C'est vraiment effrayant. Donc là, c'est pour ça que je vous remercie vivement d'être venu, votre présence est importante. Et surtout, elle s'inscrit dans cette démarche du consommateur européen, parce que le consommateur va chercher des informations en France, mais il y a, moi je vais de temps en temps sur le site de la FSMA,
parce que j'ai de la chance qu'il est en français. J'irais bien sur le site de la FCA, mais lui il est en anglais et ils n'ont pas fait l'effort. Donc là, l'anglais technique, je ne sais pas trop. C'est pour ça que je vous remercie et que vous puissiez présenter les fonctions de l'AMF, que vous avez un rôle maintenant très important avec les différentes réformes qui ont eu lieu. Et donc, aussi présenter et donc transmettre à la salle et puis votre rôle. Voilà, je vous passe. Bonsoir, je suis ravie d'être là aussi avec vous et effectivement le TGV m'a fait l'honneur d'être à l'œuvre et donc je suis parmi vous. Ce que je vous propose peut-être pour entamer cette intervention, c'est de revenir sur le rôle de l'AMF et vous dresser un petit panorama en fait de ce que nous faisons. Ce ne sera pas exhaustif, hein, bien évidemment, donc je me suis concentrée plutôt sur vos préoccupations, mais en redonnant quelques fondamentaux pour que j'entende ce que dit M. Grandgirard sur la frustration. La frustration, elle restera, j'ai le désagrément de vous le dire, mais en tout cas que vous sachiez exactement ce sur quoi nous pouvons intervenir, peut-être les évolutions qui ont eu lieu et comme quoi petit à petit on avance et on permet effectivement d'améliorer les choses au service de la protection de l'épargne. Peut-être la présentation. Je démarre en attendant que vous l'ayez à l'écran. L'autorité des marchés financiers, donc pour beaucoup, c'était la COB, on connaissait mieux la COB à un moment donné, appelée le gendarme de la bourse. Aujourd'hui, depuis 2003, c'est l'autorité des marchés financiers. Nous sommes le régulateur des marchés financiers. Alors il y a déjà un premier point qui est important, c'est de comprendre notre périmètre d'intervention. Nous intervenons sur les instruments financiers. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête, même si cette notion s'élargit un petit peu, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais donc nous avons un périmètre qui est très circonscrit, qui concerne les instruments financiers qui sont commercialisés notamment auprès des particuliers. Sur tout ce qui est produits bancaires, produits assurantiels, c'est notre cousine, si je peux dire, l'ACPR, qui en est en charge. Donc vous voyez, c'est pas très simple pour des épargnants de s'y retrouver, mais c'est la structure de la régulation aujourd'hui en France. Et c'est fondé sur la structure de nos textes de droit au niveau européen et au niveau national. Voilà, c'est pour ça que déjà ça peut être une première source de frustration, notamment tout ce qui concerne, et là je suis plus large que les arnaques bien évidemment, tout ce qui concerne l'assurance vie, c'est pas chez nous par exemple, alors que c'est de l'épargne. L'AMF, c'est une autorité publique indépendante qui a une mission, très bien, je vais savoir, c'est affiché, c'est à l'écran, c'est fantastique. Vous voyez, j'ai même mis le petit logo de l'association que j'ai fait sur Internet, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, et ce n'est pas une usurpation. Donc, l'AMF et ses missions, c'est une autorité publique indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne sommes pas l'État. Nous avons une structure qui nous donne cette indépendance, qui correspond à un système de gouvernance avec un collège qui est composé de 16 membres qui sont là et qui prennent collégialement des décisions. Donc, en tant qu'autorité publique indépendante, nous avons la personnalité morale. Ça, c'est très important parce que ça signifie que toutes nos décisions peuvent être attaquées en justice et peuvent faire l'objet de recours. Ce qui vous expliquera également que de toute façon nous sommes dans un état de droit et nous devons rester dans cet état de droit et quelquefois c'est un petit peu long et quelquefois il y a des choses qui ne sont pas de notre périmètre et nous avons une autonomie financière. Les trois missions fondamentales de l'autorité, c'est veiller à la protection de l'épargne, investir en instruments financiers, en placements financiers dans nos domaines, veiller à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Le bon fonctionnement des marchés, c'est le fait que la bourse fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de délit d'initié. L'information des investisseurs, c'est toute l'information qui doit vous être remise obligatoirement
au moment où vous souhaitez souscrire un produit, avant et après. Et cette information, elle est régulée, il y a des règles de plus en plus précises. Et la protection de l'épargne, alors là, c'est large. Et au fil de l'eau, de la protection de l'épargne, qui est notre mission générale et qui est assumée par l'ensemble des directions de l'AMF, nous avons fait un petit glissement de langage qui a son importance et qui vous fera chaud au cœur, qui est la protection des épargnants. Si je prends de façon générale l'autorité des marchés financiers avant d'aller sur le terrain de la protection des épargnants, c'est quelque chose que vous ne voyez sans doute pas, mais je vous ai mis quelques chiffres pour vous dire ce qu'il en est, puisque mes collègues dans d'autres directions ont à surveiller, à réguler, à donner des autorisations sur beaucoup de domaines. Les sociétés de gestion, les produits de gestion de type les fonds, les OPC, les SICAV, etc., les SCPI. Nous suivons également les succursales de PSI, ce sont les prestataires de services d'investissement, c'est-à-dire les gens qui commercialisent. Et dans les gens qui commercialisent, on a les CIF aussi, donc il y a beaucoup de jargon, excusez-moi, les conseillers en investissement financier. Les établissements de crédit sont agréés par la CPR, mais nous intervenons aussi dès qu'ils commercialisent des choses. Et puis, parmi les acteurs qui commercialisent, nous avons depuis quelques années, depuis 2014, les CIP, les conseillers en investissement participatif, et ça c'est le domaine du crowdfunding et de la finance participative. Donc tout cela, vous voyez, c'est quand même, ce sont des mondes à surveiller en amont et en aval, en autorisation, en suivi et en contrôle. Mais tout ça, c'est pas de ma responsabilité. Mais c'est pour vous dire que tout le monde à l'AMF est complètement imprégné par cette mission de protection de l'épargne, et c'est très important de garder ce vocabulaire un peu général. En 2010 a été créée la direction des relations avec les épargnants. Alors pourquoi 2010? C'était post-crise, c'était dans la suite, c'était le plan stratégique qui suivait, qui était la réponse à la crise financière finalement, où il fallait aussi restaurer de la confiance, il fallait aussi être plus présent dans ce domaine-là, ou en tout cas l'incarner mieux. L'incarner mieux, et comment on s'y est pris pour le faire? On a créé une direction à ce moment-là, qui regroupe différentes choses. D'une part, un centre de relations avec les publics. Ça, c'est notre grande oreille. Ce sont les personnes qui répondent aux particuliers qui nous appellent, qui leur répondent pour les informer, bien évidemment, en leur donnant tout ce qui est dans notre pouvoir de donner comme information, et parfois on n'a pas toujours non plus de réponse, hein, ça peut être une frustration. Je prends un exemple, les opérations financières qui sont en cours, on n'a pas forcément de réponse. Par contre, la formation que l'on collecte est très importante pour nous, elle nous permet de capter notamment les tendances de la commercialisation, et si je pousse un cran plus loin, les arnaques. Alors je vais parler d'arnaques et non pas d'escroquerie, parce que nous ne sommes pas compétents pour les escroqueries. Les escroqueries, c'est la justice qui est compétente. Donc nous, on ne qualifie pas à ce stade-là. Lorsque l'on voit des choses, des tendances qui nous semblent anormales, où on a des gens qui réclament en disant j'ai investi, j'arrive plus à contacter le prestataire, le site, je n'arrive pas à récupérer mon argent, etc. On le qualifie entre nous, hein, c'est un petit mot d'arnaque, et ça nous permet, parce que c'est une possibilité qui est donnée à l'AMF et c'est pas un devoir, ça nous permet de décider, si cela nous semble opportun, d'alerter le public. Donc cet aspect écouter, informer, capter, c'est extrêmement important. Nous avons à peu près 12 000 appels par an devant le formulaire. Là-dessus, ça va nourrir tout le restant de la direction, puisque une fois qu'on a détecté une tendance, notamment sur des aspects d'arnaque, on va passer, entre guillemets, le DB à une autre entité qui s'appelle la veille. Donc là, on fait de la surveillance, c'est-à-dire qu'on va avec des outils assez poussés d'intelligence économique, puisque c'était les termes utilisés, puis on est en train de mettre de l'intelligence artificielle derrière, essayer d'identifier, en scrollant sur les réseaux sociaux, en scrollant sur le net, d'autres sites comparables et d'aller plus loin. Et c'est quelque chose qui a bien marché, notamment, on l'a vu pour les diamants. Alors on a toujours à pleurer, à se dire malheureusement on arrive trop tard, mais c'est un peu le jeu du gendarme
et du voleur. Mais typiquement pour les diamants, on a détecté très très tôt avec des signaux faibles cette tendance-là. On a eu un dialogue très fourni avec la police et avec le parquet, puisque là on a eu l'obligation de transmettre au parquet. Et avec nos systèmes de veille, on a pu très très vite capter beaucoup de sites et donc pouvoir identifier très rapidement beaucoup d'arnaques sur lesquelles on a pu alerter, qu'on a pu mettre sur nos listes noires. Donc cet aspect de surveillance est très important. Et puis nous avons une autre entité qui s'occupe plutôt d'observation des grandes tendances de l'épargne, de vice-ministère, on est plus dans le monde régulé, vice-ministère pour voir comment les produits financiers sont vendus au sein des agences bancaires, certification professionnelle également des conseillers bancaires, CIF, par exemple, pour avoir un niveau général sur toute la place de Paris suffisant pour commercialiser, et puis la pédagogie. La pédagogie avec l'éducation financière, c'est le terme consacré pour les épargnants, et la certification professionnelle AMF pour des professionnels. Donc voilà, on a un ensemble assez complet. Et à côté de ça, je l'ai mis un petit peu sur le côté, la médiation. La médiation avec notre médiatrice, Marielle Cohen-Branche, je vous engage à suivre. Tous les mois, elle sort un blog sur notre site internet qui est très instructif. Et la médiation agit en droit et en équité. Elle est complètement indépendante de l'autorité des marchés financiers, mais elle est adossée à l'autorité des marchés financiers. Et ses équipes de juristes sont logées chez moi. Et ce qui est très intéressant, elle travaille en confidentialité, mais c'est que sur les tendances générales, on peut travailler ensemble, notamment dès qu'on a la possibilité de faire avancer des choses au niveau de la loi, par exemple. Donc ça se complète très bien. Je vous dis accompagner les épargnants dans leur démarche d'épargne, donc une équipe qui est dédiée pour répondre à ces questions des épargnants, pour capter, et un médiateur qui assure un service de médiation gratuit et confidentiel. Donc tout ça, vous le retrouvez sur le site, hein, si jamais vous ne notiez pas les numéros de téléphone. C'est là pour vous, c'est là pour s'en servir. Et honnêtement, je pense que d'année en année, je le dis avec modestie, mais je pense qu'on avance et que petit à petit, on agit un peu plus tôt, mais un peu plus tôt c'est un peu moins victime. Même si on sait que là encore, il faudra rester prudent parce qu'on a des gens qui sont très agiles dans le domaine des arnaques face à nous. L'éducation financière, on cherche à accompagner les épargnants dans leur démarche d'épargne et notamment à donner de l'information. Alors si vous êtes intéressé, vous avez des choses très simples. Nous avons une newsletter épargnant. Vous pouvez vous y abonner aussi à partir du site. Nous avons une page Facebook spécialisée épargnant sur laquelle on poste plusieurs posts par semaine qui vous donnent des éléments d'éclairage. Donc là aussi, n'hésitez pas à y aller. On a de nouveaux outils pour les épargnants, par exemple, puisque quand on veut toucher les jeunes, on a fait un partenariat avec un youtubeur qui a expliqué les crypto-monnaies. Alors de façon factuelle, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, quelles sont les opportunités, et puis tous les risques. Donc ça permet d'avoir un discours qui puisse être relayé et lu par des publics un peu différents. Et puis nous avons un partenariat avec l'Institut national de la consommation qui nous permet d'avoir des consommables, 5 consommables chaque année sur des sujets différents concernant l'épargne. Et à chaque fois, c'est 3 millions de personnes qui les regardent. Depuis 2 ans, on fait des chroniques radio avec l'INSEE également, qui nous permettent de passer sur une centaine de radios. Et là, en 1 minute et demie, on touche 2 millions de personnes. Donc ce sont des choses qui sont tout à fait essentielles pour nous, parce que le régulateur en tant que tel, les épargnants, il connaît ceux qui nous appellent. On connaît l'épargnant parce qu'on le suit, on suit les tendances et on fait des études dessus, mais on n'a pas de contact final. Donc il faut trouver les moyens d'avoir le contact final pour pouvoir donner tout cela. On cherche à informer, à éduquer, mais aussi à prévenir. C'est-à-dire que j'aimais bien ce que vous disiez en disant on aura gagné quand chacun sera son propre gendarme et sera capable d'avoir les bons réflexes. Parce qu'il y a une vérité absolue, vous ne croyez pas ce que vous disent les escrocs, comme quoi l'argent est facile. Non, l'argent n'est pas facile. La démarche d'épargne est une démarche progressive, dans le temps, où on fait des petits de façon très lente finalement, mais dans le temps ça fait.
Donc là-dessus, la martingale sur les marchés financiers n'existe pas. Ça, c'est la première notion qu'il faut avoir en tête. La deuxième notion qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'on est face à des arnaques, et encore une fois, je centre mon discours là-dessus, mais on fait plein d'autres choses dans le monde plus classique, mais lorsqu'on est face à des gens indélicats, pour être très gentil, on a affaire à de vrais professionnels. On a affaire à des gens qui sont des manipulateurs, qui utilisent des techniques extrêmement puissantes, qui font qu'ils arrivent à mettre sous emprise mentale les personnes qu'ils sont. Donc, deuxième conseil, ne donnez jamais vos coordonnées téléphoniques. Dès que le contact passe par un peu d'émotion, par un peu d'humain, vous n'arrêtez plus la machine. Et ils sont là pour vous piéger et pour vous soutirer le maximum d'argent, et ils sont capables d'évaluer de combien ils peuvent vous traire. C'est épouvantable. Et donc on a fait tout un travail avec une équipe de psychosociologues de Marseille, des chercheurs, pour identifier ces différentes techniques. On leur a demandé des conseils pour pouvoir s'adresser aux épargnants et mieux aider chacun à s'armer vis-à-vis de cela. Et donc, parmi les conseils, ils nous ont dit qu'il faut les nommer, ces techniques-là. Parce que lorsqu'on est victime, on a tendance à être, du coup, à perdre confiance en soi, à s'en vouloir. Or, en fait, on est victime de gens qui ont des techniques extrêmement puissantes de manipulation. Ça, il faut vraiment se mettre en tête. Et quand on l'a accepté, on est capable de se redresser. Et j'étais très contente aujourd'hui, on a des gens qui ont témoigné pour faire des vidéos témoignages, c'est un nouveau format qu'on va sortir, et qui ont accepté, des gens qui ont perdu de l'argent, qui, comme tous ceux qui ont été dans cette situation-là, ont vécu un moment de désespoir, de honte même, enfin c'est compliqué, hein, on les a au téléphone tous les jours, c'est compliqué. Ils ont accepté pour les autres de venir témoigner. Et ça, là, on est déjà un peu gagnant parce qu'on portera plus. Les chapeaux, mon chapeau. Les arnaques, on en a parlé à l'arrivée de la mode, c'est-à-dire que les produits d'appel changent. On a eu le forex et les options binaires. On a eu les diamants d'investissement, il y avait eu les terres rares également, on avait eu les panneaux solaires, on a eu les forêts exotiques, bien évidemment. On a eu les cryptoactifs, donc toujours les arnaques aux cryptoactifs. Il faut toujours faire la différence entre les domaines. On a une recrudescence depuis l'été sur le vin, sur les arnaques en vin. Et puis là, depuis la fin de l'année 2018, les cheptels de vaches laitières. On voit que si les produits d'appel changent, les techniques que j'évoquais tout à l'heure restent exactement les mêmes. Donc toujours de la diffusion par Internet, toujours le souci de capter vos coordonnées personnelles pour vous rappeler, ne plus vous lâcher, des conseillers insistants, très persuasifs, qui finalement arrivent à se glisser dans votre univers plus intime et familial, et vous avez beaucoup de mal à couper les choses. Donc tout cela signifie que vous êtes sur un chemin d'arnaque, finalement, lorsque vous reconnaissez tout cela. Et ils sont extrêmement agiles, c'est qu'on l'a vu, ils sont capables de se reconvertir avec une rapidité qui est quand même assez stupéfiante. Alors on ne peut pas dire que ce sont toujours les mêmes, honnêtement, on n'en sait rien. Par contre, ils font au moins des petits, et on voit en termes de volume quand même que ça correspond peu ou prou à ce que l'on voyait sur le forex option binaire, ça s'est reconverti, et aujourd'hui on voit apparaître des supermarchés de l'arnaque. Alors ça c'est fantastique, entre guillemets, bien évidemment. Vous avez sur Internet le site qui vous propose les fausses cryptos, les faux diamants, le vin, bien sûr, arnaque de vin, le cheptel avec l'usurpation, si possible, d'un agriculteur ou d'un GAEC, les fausses SCPI, avec de plus en plus d'usurpation. Et le cannabis, effectivement, alors, c'est à la mode également. Nous fonctionnons toujours par signaux extrêmement faibles. On a toujours des thématiques qui sont un peu en fond de cuve, et dès qu'on voit que ça monte, et c'est très très sensible, effectivement là on est sous surveillance absolue, et puis dès que ça bouge un peu trop, à ce moment-là on va faire une alerte. Sur le cannabis, on voit beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à qualifier au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a affaire non seulement à des gens agiles, mais à des gens qui sont très
très malins, mais prudence sur le cannabis thérapeutique. Ils surfent sur la mode, ils surfent sur des tendances, et vous avez vu au Canada ce qui s'est passé, etc. Donc tout de suite, il y a des gens qui vont s'engouffrer dedans pour dire c'est le nouvel Eldorado. Il n'y a pas d'Eldorado sur les marchés financiers. Les annonces sont toujours assez stupéfiantes, et c'était un critère assez simple d'ailleurs, parce que tout investissement comporte un risque. Un site qui ne vous parle pas de risque et qui ne cesse de vous rassurer, c'est que déjà il y a un loup. Et de plus, quand on vous promet des taux de rendement extrêmement alléchants, méfiance. Mais ce que je commence à voir sur certaines de ces thématiques aussi, c'est qu'on a le même site qui vous propose, c'est le cas pour Cheptel, 2 à 3% ou 6 à 12%. Donc ils sont en train de tester comment passer en dessous des radars, puisque le taux de rendement ne sera plus suffisant pour alerter le particulier. Donc là encore, si vous avez le moindre doute, ils ajustent. Si vous avez le moindre doute, vous appelez Épargne Info Service 01 53 45 62 00, et là vous aurez des personnes qui en tout cas vous aideront au moins à y voir clair. Et pour alerter, on a peu de moyens, vous imaginez bien. Donc qu'est-ce que l'on fait? On parle aux journalistes, et je les remercie grandement parce qu'ils relaient nos alertes, que ce soit à la télé, que ce soit dans la presse écrite, en parallèle de ce qui est fait avec l'INC. Et puis on fait aussi des campagnes sur Google. Typiquement, ça a très bien marché, on a touché à peu près 1 demi-million de personnes sur les cryptoactifs. Quand on a vu cet engouement complètement déraisonnable, en prenant des mots-clés, des gens qui cherchaient sur Internet à investir dans des cryptoactifs, ils avaient la possibilité, à certains moments, parce qu'ils ne pouvaient pas être en continu, de voir les messages de l'AMF, attention, prudence, etc., et un renvoi sur notre site. Donc on multiplie vraiment les outils pour arriver à toucher tout le monde. Et puis on s'appuie sur le droit national. Si je prends les aspects de biens divers, les premiers textes datent de 85, et puis il y a eu la loi en 2014 qui a permis d'élargir un petit peu, et on a eu la loi Sapin qui nous permet aujourd'hui d'avoir quelque chose de plus fort, puisque pour ces offres dites de biens divers, c'est-à-dire investir dans un bien concret avec une espérance de rendement, son équivalent économique, toutes ces offres-là doivent être enregistrées à l'AMF. Et donc on a développé un nouveau concept. On a nos listes noires, bien sûr on a un temps de retard, d'autant plus qu'on doit faire du contradictoire, on est dans un monde de droit, mais on a nos listes blanches, c'est-à-dire les offres qui ont présenté un dossier à l'AMF et qui donnent un certain nombre de garanties de sérieux. Alors, garantie de sérieux, ça ne veut pas dire que l'investissement est bon. Ça veut dire qu'il y a eu un dossier sur l'honorabilité des dirigeants, c'est qu'il y a une assurance professionnelle, c'est qu'il y a un expert qui est qualifié pour valoriser ce domaine-là, et c'est que les actifs sont bien ségrégés. Voilà, un certain nombre de garanties de sérieux, ça ne veut pas dire que l'investissement est bon. Aujourd'hui, il y a 6 offres, et uniquement 6 offres qui sont sur nos listes blanches. On en a 5 en vin et 1 en forêt. En dehors de ça, ce n'est pas autorisé. Et les plus sérieux, parce que je ne dis pas que tout le monde est un escroc, mais les plus sérieux devraient de façon très raisonnable venir nous trouver, c'est ce qu'on leur conseille, et venir demander une autorisation. Forex, option binaire, je vous en avais peut-être déjà parlé, donc là ça a été vraiment un phénomène catastrophique. Nous avons obtenu, et l'AMF s'est beaucoup battu pour cela, dans le cadre de la loi Sapin 2, l'interdiction de la publicité sur les produits les plus toxiques. Et on est content parce qu'on a fait bouger les lignes au niveau européen, très aidé par nos amis belges, et de telle sorte qu'on a eu des mesures de Product Intervention, c'est-à-dire d'interdiction des options binaires au niveau européen, et des restrictions de la commercialisation sur le Forex. Et là, c'est vraiment une vraie victoire. Par contre, avec un petit bémol, c'est que ces mesures sont temporaires et il faut qu'il y ait des mesures nationales. Nous sommes en train de consulter, n'hésitez pas à répondre. Nous sommes en train de consulter sur nos mesures nationales et tout l'enjeu, c'est que tous les pays européens prennent des mesures nationales et ne détricotent pas ce qu'a fait l'ESMA et restent calés sur ce même niveau de protection. On serait très à l'aise.
La réalité, même si ça commence à bouger plutôt dans le bon sens, la réalité c'est que tout le monde ne s'aime pas, c'est que certains hésitent encore à le faire, etc. Donc ça va être un peu plus compliqué. Et puis, dans la loi Pacte qui va sortir, nous allons avoir quelque chose que nous avions obtenu dans la loi Sapin 2 pour le forex et les solutions binaires, la possibilité aussi de demander en justice le blocage de l'accès à certains sites, notamment sur les biens divers, et notamment sur les biens divers, et nous avons obtenu également, et là aussi on s'est battu pour, l'interdiction de démarchage pour les crypto-actifs pour ceux qui ne bénéficieront pas d'un agrément par certains services ou d'un agrément, je ne vais pas rentrer dans le détail, ou d'un label optionnel de l'AMF. Mais c'est déjà pas mal de monde, et dans cette interdiction de démarchage, on a inclus le fait de fonctionner par formulaire. Vous savez, vous avez une bannière qui s'affiche, vous cliquez, vous avez un formulaire, vous êtes émoustillé, vous avez une information, vous n'avez pas l'impression que ça renverse, ça charge la preuve, vous répondez, vous mettez vos coordonnées, vous êtes appelé. Et là, le prestataire dit: ah ben non, je suis désolé, c'est le client qui m'a sollicité, c'est pas moi qui ai été le chercher. Donc on a inclus pour la première fois sur ces actifs numériques l'interdiction de démarchage, y compris les formulaires. Donc vous voyez, petit à petit, on avance, on progresse. Maintenant, la route est longue.